Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit cours sur la décroissance radioactive qui complète ce que nous avons vu sur les différents types de radioactivité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon radioactif? Nous avons vu que la radioactivité avait comme propriété d'être spontanée, c'est-à-dire se faire sans action extérieure, et plus précisément, on ne peut pas la déclencher, que ce soit en chauffant, que ce soit en bombardant de particules et ainsi de suite. Mais nous avons vu aussi qu'elle était totalement aléatoire. Si on considère qu'un seul noyau radioactif, on ne sait pas quand il va se désintégrer. On dit pour cela qu'un noyau radioactif n'a pas d'âge. C'est-à-dire que si on le découvre, et même s'il est là depuis des millions d'années sans s'être désintégré, c'est pas parce qu'il a justement ces millions d'années qu'il va se désintégrer à l'instant où on en parle. Inversement, un noyau vient peut-être d'être créé et tout de suite va se désintégrer s'il est radioactif. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'un seul noyau, on ne pourra jamais savoir ce qui va lui arriver dans les secondes, dans les minutes, dans les heures qui viennent. Donc la radioactivité sera un petit peu difficile à exploiter et à prévoir. Mais évidemment, on ne travaille jamais que sur un noyau. On ne peut jamais observer qu'un seul noyau, c'est beaucoup trop petit. C'est pourquoi on parle d'échantillons. Par exemple, l'uranium sur la photo, c'est un échantillon d'une taille assez conséquente qui est composé de milliards de noyaux. Alors autant le comportement d'un seul noyau n'est pas prévisible, autant lorsqu'il est avec des milliards de congénères, il va avoir un comportement statistique qui lui est prévisible. On est sûr en particulier qu'au moment où on regarde cet échantillon, il y a forcément des désintégrations radioactives vu le nombre de noyaux qui sont présents. Alors le comportement des noyaux dans cet échantillon suit une certaine logique. Alors c'est ce qu'on appelle la courbe de décroissance radioactive. Si on analyse l'activité, c'est-à-dire la capacité des noyaux de cet échantillon à se désintégrer, à l'aide d'un compteur par exemple, et qu'on représente le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t, en ordonnée, en fonction du temps, en abscisse, et au moment où on déclenche le chronomètre, on a N0 noyaux radioactifs. On attend que la moitié des noyaux de cet échantillon se soient désintégrés, et on note le temps qui s'est écoulé. Je le note T1,5, vous verrez juste après pourquoi. Eh bien, si on se rend compte que si on attend encore que la moitié, de nouveau la moitié des noyaux radioactifs restants se désintègrent, curieusement, le temps écoulé est encore T1,5. Et ça marche quels que soient les noyaux radioactifs. Si on continue, on attend encore que la moitié des noyaux restants se soient désintégrés, eh bien il se sera écoulé encore T1,5. Et ainsi de suite. Alors ce T1,5, il porte un nom, c'est le temps de demi-vie, qu'on appelle aussi la période radioactive de l'élément radioactif. Alors on le verra juste après, il dépend de la nature du noyau radioactif. Elle peut être plus ou moins longue, ça peut être quelques secondes jusqu'à plusieurs milliards d'années. Alors on peut donner une définition de la période radioactive ou du temps de demi-vie. C'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs de l'échantillon s'est effectivement désintégré. C'est-à-dire qu'au bout du temps de demi-vie, il y a 2 fois moins de noyaux radioactifs de l'espèce considérée à l'intérieur de l'échantillon. Alors quand on relie tous ces points, on obtient une courbe qui s'appelle une exponentielle. Alors c'est une exponentielle qui est décroissante avec le temps. Là où c'est remarquable, c'est que quel que soit le noyau radioactif, cette exponentielle a la même allure. On remarquera aussi que N0 dépend évidemment du nombre de noyaux radioactifs, donc il dépend de l'échantillon. Si vous avez un échantillon 2 fois plus gros, N0 sera sans doute 2 fois plus grand. Par ailleurs, le temps de demi-vie dépend du noyau, type de noyau radioactif. Alors graphiquement, pour trouver le temps de demi-vie, il suffit de reporter sur la courbe le point qui correspond à N0 sur 2, c'est-à-dire le nombre de noyaux radioactifs initial divisé par 2. Alors voici quelques temps de demi-vie pour quelques éléments radioactifs, quelques noyaux radioactifs. Alors pour montrer surtout que ces périodes peuvent être très très différentes suivant l'isotopes radioactifs. Alors j'ai pris comme exemple l'iode 123 avec une période radioactive de 13,2 heures. Ça veut dire qu'au bout de 13,2 heures, la moitié des noyaux d'iode 123 de l'échantillon auront disparu sous une autre forme de noyau fils. Le césium 137, 30 ans. Le radium 226, 1600 ans. Le carbone 14, dont on reparlera tout à l'heure, 5730 années. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. L'uranium 238, dont on a souvent entendu parler,
c'est environ 4,5 milliards d'années. Donc il faut attendre 4,5 milliards d'années pour que la moitié des noyaux radioactifs qui sont dans l'échantillon se soient désintégrés. Alors maintenant je vais parler de l'activité. L'activité d'un échantillon radioactif, comme son nom l'indique, c'est le nombre moyen de désintégration qui se produit chaque seconde dans cet échantillon. Plus l'activité est importante, plus il y a de désintégration au moment où on en parle. Alors elle est notée A2T et on l'exprime en becquerel du nom du découvreur de la radioactivité. Alors l'activité est bien sûr proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs et donc elle décroît au même titre que le nombre de noyaux radioactifs, elle décroît au cours du temps. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur de cette activité. Alors en moyenne pour un homme, c'est environ 7000 becquerels, c'est-à-dire que dans le corps humain, chaque seconde, il y a environ 7000 désintégrations radioactives. Alors quelques exemples au hasard, 1 litre d'eau de pluie, entre 0,3 et 1 becquerel, 1 kg de sol granitique autour de 8000 becquerels, le granit est assez radioactif, 1 kg de minerai d'uranium, 25 millions de becquerels, donc chaque seconde il y a 25 millions de noyaux d'uranium qui se désintègrent. Une source radioactive médicale, donc pour les analyses ou la thérapie médicale, 100 000 milliards de becquerels, donc ça donne une idée des différences d'ordre de grandeur. Et puis pour terminer, 1 kg de déchets nucléaires de haute activité, vieux de 50 ans, 10 000 milliards de becquerels. Comprenez qu'il ne vaut mieux pas traîner à côté de ces déchets radioactifs. Alors pour terminer, quelques applications de la radioactivité. Cette liste n'est évidemment pas du tout exhaustive, mais assez significative. Alors on s'en sert beaucoup pour la traçabilité dans un organe, alors notamment dans le milieu médical pour l'imagerie en scintigraphie. On injecte au patient une substance radioactive qui passe dans ses organes. Et là où physiologiquement l'activité est plus importante parce que par exemple il y a une inflammation, eh bien il y a accumulation de ces particules radioactives. Et en analysant le rayonnement, eh bien, on arrive à trouver cette source inflammatoire, voire infectieuse, puisqu'elle fixe davantage de noyaux radioactifs, donc sur l'image ce sera plus visible. On peut aussi analyser par exemple dans le domaine végétal avec des isotopes radioactifs si par exemple l'oxygène des molécules organiques issues de la photosynthèse provient de l'air, dioxygène de l'air, ou de l'eau dans la terre. Alors toujours en médecine, on s'en sert pour la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on positionne des noyaux radioactifs au voisinage de cellules malades qu'il faut détruire, et les rayons issus de ces particules radioactives vont détruire les cellules aux alentours. On se sert aussi du carbone 14 notamment pour la datation. Ça permet de connaître l'âge d'un organisme qui a été vivant dans les millénaires précédant l'analyse. Et puis je citerai aussi, qui n'est pas vraiment une application qu'il faut connaître, eh bien la radioactivité est quand même la raison pour laquelle le centre de la Terre est très chaud. Ce sont les désintégrations radioactives qui fournissent l'énergie et qui expliquent que quand on descend en profondeur, les mineurs par exemple le savent bien, eh bien la température de la Terre augmente. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures physico-chimiques.